Vous êtes-vous déjà demandé qui sont nos élus? À quoi servent-ils? Nous avons cherché pour vous. Les élus sont des gens à qui on donne le pouvoir de décider à notre place aux frais du contribuable. À vrai dire, ce sont des gens élus au suffrage universel. Ils représentent les citoyens, c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Nous n'allons pas vous parler du président de la République. Tout le monde connaît sa fonction. Nous allons nous intéresser aux élus locaux. Nous élisons nos députés, membres de l'Assemblée nationale, ainsi que nos conseillers régionaux, généraux et municipaux. Commençons donc par vous parler de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale siège au Palais Bourbon à Paris. Elle est composée de 577 députés, élus pour 5 ans dans le cadre des élections législatives. Un de leurs rôles est de voter les lois. Laissons M. Grand-Guillaume, député de Côte-d'Or, nous expliquer le parcours d'une loi. La parole est à M. Laurent Grand-Guillaume. En fait, il y a deux possibilités. Soit c'est le gouvernement qui propose une loi, donc c'est un projet de loi, soit c'est un député ou un sénateur, et c'est une proposition de loi. Et donc dans les deux cas, ce texte il est soumis à des commissions donc, thématiques qui vont donc étudier ce projet ou cette proposition. Les députés vont pouvoir amender, c'est-à-dire modifier le texte avec les amendements. Et puis ensuite, ce texte va dans l'hémicycle, et donc à partir de là, on va en débattre, on va à nouveau l'amender, et puis ensuite voter définitivement la loi, alors après une première lecture, une seconde lecture, voire plus, en fonction de savoir si l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord. Donc le temps institutionnel il est long, en fin de compte, c'est-à-dire entre le moment où on annonce une loi et le moment où elle est votée et appliquée, il peut s'écouler plus d'1 an. Et donc ce temps institutionnel il est très long, et il ne correspond pas d'ailleurs toujours aux attentes des citoyens. Ça va très vite maintenant dans la société dans laquelle on est, tout va vite, et le temps institutionnel il est très long, trop long. Je suis en train de travailler sur une proposition de loi qui va concerner les chômeurs de longue durée. Un député est-il élu juste pour voter les lois? Un député, il n'est pas là que pour légiférer, il est là aussi pour contrôler le gouvernement et évaluer les politiques publiques. Donc on est amené à présenter des rapports avec des évaluations que l'on fait sur différents secteurs. Alors ça peut être le handicap, ça peut être l'emploi, ça peut être les services publics, les entreprises. Et donc dans tous ces domaines, on va regarder ce qui existe, quelles sont les lois qui existent, comment elles sont appliquées, et si elles sont mal appliquées, pourquoi, et comment on peut améliorer les choses. Ça fait partie du contrôle et de l'évaluation. Moi je suis rapporteur donc spécial à la Commission des finances sur l'asile, l'intégration et l'immigration. Les élus sont censés nous représenter. Mais une fois élus, ils ne font pas forcément ce qu'on attend d'eux. Et en plus, ils sont inaccessibles. Effectivement, après les élections, de quels moyens disposons-nous pour contacter nos élus? Il y a un moyen de les contacter, ça s'appelle la permanence. Je tiens des permanences dans le quartier Petit Citeaux et dans le quartier Greuze. C'est une fois par mois dans chacun de ces quartiers où pendant 1h30, je reçois des Dijonnaises, des Dijonnais qui ont des soucis par rapport à leur recherche d'emploi, qui ont des problèmes de logement aussi, qui peuvent avoir des problèmes dans leur rue où voilà, il y a besoin que la ville intervienne parce qu'il y a eu une dégradation par exemple. Cette volonté de proximité vraiment et que les élus soient voilà, dans les territoires, dans les quartiers de Dijon et ça évite aussi aux personnes de se déplacer forcément à la mairie. C'est comme ça qu'on doit être aussi, c'est ça être élu, c'est être au plus proche des citoyens. Et la permanence, elle m'est utile pour recevoir des habitants qui me sollicitent par courrier, par téléphone pour m'expliquer leurs problèmes. Alors, ça peut être des problématiques d'emploi, de logement, de surendettement, des problématiques aussi, des injustices parfois, parce qu'une loi, elle peut, malgré tout, elle n'est pas faite pour ça, mais elle peut aboutir à des injustices, parce qu'elle était trop large ou pas assez précise. Donc c'est d'être à l'écoute, et puis à l'écoute aussi des acteurs qui portent des projets, donc des associations, des entreprises, des services publics. Il faudrait les faire remonter au niveau national. Nous avons vu l'Assemblée nationale. Passons maintenant au Conseil régional. Il y a un conseil régional par région. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans lors des élections régionales. Le président du conseil régional est épaulé par des vice-présidents ayant chacun une délégation. Écoutons Madame Fadila Khattabi, vice-présidente du conseil régional de Bourgogne, nous exposer ses missions. Alors, je m'appelle Fadila Khattabi, je suis vice-présidente de la région Bourgogne, en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Je suis élue donc depuis 2004 et vice-présidente depuis 2010. Je suis déléguée à l'égalité homme-femme et à la parité. Quand on regarde les différentes assemblées, assemblées sénatoriales, parlementaires ou départementales, régionales, on constate effectivement que les femmes n'ont pas encore pris le pouvoir. Et elles n'ont pu le prendre que
grâce à cette loi, la loi sur la parité, qui a été donc adoptée le 6 juin 2000. Si je suis aujourd'hui, je siège au conseil régional, c'est grâce à cette loi, puisque l'assemblée régionale est paritaire, il y a autant d'hommes que de femmes. D'accord, la parité est respectée au conseil régional. Mais cela ne reflète pas la réalité du terrain. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en politique. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a 152 femmes pour 577 députés. D'accord, la parité n'est pas appliquée dans toutes les institutions, mais beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens. Eh bien, écoutons ce que les élus nous en disent. Dans le cadre de la parité, c'est important, je dirais, de l'appliquer en politique, mais de l'appliquer dans la société. Il y a eu beaucoup de progrès de fait. C'est vrai qu'il faut aussi voir d'où on part, voir où on est arrivé aujourd'hui. C'est déjà énorme. Maintenant, il y a encore énormément de progrès à faire pour aboutir à la parité. Je suis encore nouvelle élue, je n'ai pas l'expérience de Madame Popard ni de Madame Khattabi. Néanmoins, je le vois en politique où il y a énormément d'instances encore, où il y a beaucoup d'hommes. Mais on ne peut pas rester non plus jusqu'au bout d'un événement parce que, effectivement, il y a notre vie familiale. C'est aussi que chacun puisse faire confiance à l'autre et notamment aux femmes dans l'engagement qu'elles peuvent avoir et se dire que on fait du mieux qu'on peut, voilà. Madame Popard et Madame Khattabi, effectivement, sont très engagées et ont fait progresser aussi la culture par rapport à la parité. Et je pense que ça va se faire, mais il y a encore du travail. Donc la loi, d'abord, sur la parité, elle s'applique. Après, les partis politiques, quand ils présentent des candidats, ils ne présentent pas toujours des candidatures, notamment de femmes, dans des circonscriptions les plus simples, ou les plus faciles, pour être élu. Donc il faut aboutir à cette parité, dans le réel, on va dire. Et pour cela, il faut à la fois peut-être plus de sanctions en direction des partis politiques, de manière à faire en sorte que les partis politiques assument leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas à la fois défendre la parité et pas l'appliquer à soi-même. Alors la parité aujourd'hui, elle n'existe pas. Sur 43 élus, on est 5 femmes. À partir de mars, il y a des élections en mars, là, le 22 mars et le 29, je crois, oui, c'est ça. Et donc là, pour le coup, il y a une nouvelle loi qui oblige à la parité. Donc sur chaque canton, il va y avoir un homme et une femme. Donc il y aura forcément la moitié d'hommes et la moitié de femmes. J'espère que dans la responsabilité, ce sera la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la majorité des maires sont des hommes. Les femmes n'accèdent pas au poste de présidente, conseil général ni régional d'ailleurs. Donc voilà, mais on avance. Donc il faut encore aller plus loin parce qu'effectivement, je vous le dis, les femmes parlementaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée, eh bien leur nombre reste insuffisant. Donc c'est important que les femmes s'engagent parce que la société elle est faite d'hommes et de femmes et qu'il est important aussi que les femmes, eh bien, ma foi, prennent leur part de responsabilité, que ce ne soit pas systématiquement les hommes qui décident à la place des femmes. Mais la société, elle est faite d'hommes et de femmes et donc pour mener à bien des projets, il est important de pouvoir le faire en commun. Après l'Assemblée nationale et le Conseil régional, passons donc au Conseil général. Le Conseil général, qui d'ailleurs va bientôt s'appeler Conseil départemental. Il y a un Conseil général par département. Les conseillers généraux sont élus pour 6 ans lors des élections cantonales. Ce conseil se répartit en commissions intérieures, chacune dans un domaine de compétences spécifiques. Soyons attentifs aux propos de Madame Colette Popard. Je suis conseillère générale depuis 2001. Je suis élue par les habitants, les électeurs d'une partie de Dijon. Au Conseil général, je suis dans une commission qui s'occupe essentiellement des affaires sociales. La solidarité, c'est de s'occuper de nos aînés, de nos grands-parents, des personnes qui vieillissent, qui ne peuvent plus rester toutes seules chez elles, qui ne peuvent plus se faire à manger, qu'il faut aider. Donc ça, c'est le Conseil général qui met en place des aides. C'est aussi de s'occuper des plus jeunes, parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés dans leur famille pour des tas de raisons, et qu'on ne peut pas laisser comme ça dehors. Donc on s'occupe de ces enfants-là qui ont besoin de la collectivité pour les aider à aller à l'école, à pouvoir avoir une situation, etc. C'est aussi s'occuper des personnes handicapées. Alors concrètement, c'est déjà voir à quel niveau de handicap elles sont, si elles ont besoin d'une allocation pour les aider si elles ne peuvent pas travailler. C'est aussi s'occuper de les faire embaucher, parce qu'il y a aussi des emplois qui sont réservés pour les personnes handicapées. C'est une loi, et donc il faut aussi accompagner pour que les entreprises et les administrations puissent respecter cette loi. C'est aussi s'occuper de l'insertion
et du logement. Alors, l'insertion, c'est quoi? Bon, c'est par exemple une personne qui a été en difficulté, une personne qui a perdu son travail, qui d'un seul coup se retrouve sans argent, qui perd son logement et qui est à la rue et qui d'un seul coup n'a plus de repères, n'arrive pas à trouver de travail, n'arrive pas à avoir de quoi manger. Donc il y a de l'argent qui est mis à disposition d'organismes, d'associations qui s'occupent de ces personnes pour les remettre dans la vie, leur remettre le pied à l'étrier. Mais si vous n'aimez pas les gens, c'est même pas la peine d'essayer de faire de la politique. Le mot politique, ça veut dire vie de la cité. J'entends bien, mais pour que la cité vive, il faut des sous. Et parfois, on se demande bien ce que les institutions font de l'argent public. Ne vous inquiétez pas, toutes les dépenses sont négociées et votées. Mais il est vrai que certains projets vont recevoir plus d'aide que d'autres. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'actions à financer. Dur de satisfaire tout le monde. Les fonctions du Conseil régional de Bourgogne sont des fonctions très importantes. L'une des compétences régaliennes, c'est bien sûr les transports, je pense au TER, tous les investissements à destination des TER, mais aussi l'éducation avec les investissements à destination des lycées, également la formation professionnelle, la formation des demandeurs d'emploi, les formations sanitaires et sociales, l'apprentissage. Ce sont des compétences obligatoires. Le développement économique et l'emploi également. Et aujourd'hui, nous menons également une politique volontariste à destination, bien sûr, du sport, de la culture, de l'innovation, de la recherche. Il y a des compétences, effectivement, que nous soutenons parce que nous estimons que c'est très important de pouvoir investir sur certaines actions qui contribuent bien sûr à développer nos territoires et à construire aussi la société de demain. Il y a bien sûr tout ce qui est fonctionnement, par exemple pour ce qui relève de ma délégation, puisque j'ai comme compétence la formation des demandeurs d'emploi. Par exemple, sur cette compétence-là, nous finançons bien sûr le programme régional, c'est-à-dire le coût de la formation aux organismes de formation, mais aussi la rémunération des stagiaires. Il y a des aides aussi à l'hébergement et au transport pour les demandeurs d'emploi. Donc voilà, pour l'apprentissage, par exemple, nous accompagnons le fonctionnement des 32 CFA en Bourgogne, mais aussi bien sûr les aides aux entreprises qui recrutent des apprentis. On améliore aussi le pouvoir d'achat aux familles, par exemple des aides concernant la restauration, l'hébergement pour les jeunes apprentis pour faire en sorte que le coût soit moindre pour les familles. Donc on contribue à améliorer le pouvoir d'achat. La formation professionnelle, lorsque je décide avec les élus de dire que nous allons plutôt financer telle ou telle formation, elle ne se décrète pas comme cela. On prend en compte bien sûr la demande sociale, la demande des citoyens, mais aussi les besoins des territoires. Autrement dit, les besoins des entreprises. Il est important de pouvoir former, de relever le niveau de compétence des concitoyens pour faire en sorte que ces concitoyens, après leur formation, puissent s'insérer professionnellement et donc s'insérer socialement. Donc les choix qui sont faits, c'est notamment par rapport aux besoins économiques, par rapport aux besoins des entreprises. Pourquoi êtes-vous ici dans cette ESAT de Nuit-Saint-Georges-Georgé ? Tout simplement parce que j'avais été sollicité il y a 2 ans à peu près pour soutenir un projet qui est porté par la structure. Et puis, il y a eu différentes interventions que j'ai pu faire auprès de ministres, du Premier ministre. Et donc, c'est un dossier qui n'est pas encore résolu, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut convaincre le gouvernement de pouvoir apporter des financements. Et on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir organiser une visite de terrain pour mieux découvrir les missions de cette structure. Le Conseil général qui donne des subventions pour le fonctionnement d'EHPAD, mais qui donne aussi, qui finance aussi les personnes qui sont dans cette EHPAD suivant le handicap qu'elles ont. Plus elles sont handicapées, plus elles ont une aide, elles sont prises en charge par le Conseil général. Le Conseil général, donc pour le département, s'occupe aussi des collèges. Et ici, vous êtes dans un collège où le Conseil général a fait des travaux. Les tablettes numériques, c'est le Conseil général. Donc voilà, ça vous donne une idée concrète de ce qui est fait au Conseil général. Ça va vous paraître énorme, mais je vous donne quand même le chiffre du budget, 552 millions d'euros. Vous voyez ? La moitié de ça, c'est pour les personnes qui sont en difficulté. Voici la dernière institution de proximité, le conseil municipal. Aux élections municipales, nous ne votons même pas pour le maire. Oui, effectivement, nous ne votons pas pour le maire, mais pour une liste de conseillers. Le conseil municipal est élu tous les 6 ans, lors des élections municipales. Les conseillers élisent le maire qui désignera ses adjoints. Ceux-ci sont chargés d'un secteur de compétences bien défini. Terminons par Madame Océane Chérigodard, conseillère municipale. Je suis une femme, maman,
déjà, et engagée en politique depuis plusieurs années, depuis 2007. Je suis psychologue du travail aussi, puisque j'ai fait des études en psychologie et donc qui m'ont amenée à être psychologue du travail et à travailler depuis plusieurs années dans l'insertion et dans l'accompagnement d'hommes et de femmes en situation de recherche d'emploi ou dans des situations professionnelles douloureuses. J'ai été élue conseillère municipale suite aux élections municipales qui ont lieu en mars dernier. J'ai souhaité m'engager afin de faire évoluer mon engagement pour la ville de Dijon, pour les Dijonnaises, les Dijonnais, et voilà. On ne devient pas comme ça élu du jour au lendemain, c'est l'histoire d'un parcours personnel, un parcours d'engagement dans des associations, dans mon travail aussi, puisque aujourd'hui je suis adjointe à l'emploi, à l'économie sociale et solidaire, à l'insertion et à la formation professionnelle. C'est aussi parce que j'ai mon parcours, et dans le cadre de mon parcours, voilà, je me suis engagée par rapport à ce que je crois très profondément. Alors avec Madame Khattabi, on a en commun la formation professionnelle, l'apprentissage, puisqu'elle est elle est déjà au conseil régional, elle est vice-présidente en charge de la formation professionnelle notamment. Et ça, c'est un dossier effectivement qu'on a en commun. Nous étions la semaine dernière à un comité de pilotage de l'école de la deuxième chance. Et ça, c'est aussi une volonté que nous avons, c'est de travailler en bonne entente et en partenariat aussi, de manière à ce que chacun ne fasse pas des choses dans son coin, mais aille ensemble dans le même sens, et ça donnera encore plus de force à notre action. Après, avec Madame Popard, j'ai la chance de pouvoir partager le même quartier, si je puis dire, et je suis déléguée avec elle sur le quartier Chevreul-Parc. Donc nous sommes amenés à travailler ensemble lors des commissions de quartier et puis sur certains dossiers. Avec Monsieur Grand-Guillaume, qui est donc conseiller municipal délégué à la vie associative et député, effectivement, nous avons des dossiers en commun, notamment sur l'économie sociale et solidaire, où voilà, parfois nous sommes amenés à rencontrer des structures ensemble. Il ne faut pas perdre de vue effectivement, et cette question est très, très juste, mais que nous sommes un collectif. Nous faisons partie de la majorité. On a été élus ensemble à la ville de Dijon pour mettre en application un programme, des valeurs, un engagement. Et oui, je travaille dès que possible avec les collègues. Et c'est aussi ce qui fait notre force. Pour essayer de transformer les choses d'un point de vue social, économique, environnemental, puis de se dire que si l'on veut changer l'ordre des choses, on peut le faire uniquement, je crois, dans un cadre collectif, pas seul que l'on va révolutionner le monde. On peut le faire ensemble, on peut le faire avec d'autres. Donc on peut le faire au niveau d'une association, d'un syndicat, d'une entreprise, d'un service public, aussi en tant qu'élu. C'est ce que je fais. J'ai fait de la politique parce que je trouvais toute petite que les inégalités étaient insupportables. Et notamment entre les hommes et les femmes. Quand j'étais jeune, je me suis aperçue que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Donc j'ai été une militante du droit des femmes pour que les femmes puissent ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, pour qu'elles puissent aller travailler si elles en avaient envie, pour qu'elles puissent avoir des enfants si elles en avaient envie. C'est un vrai métier. Il faut aimer les autres, il faut aimer les gens. Et il faut les écouter et voir comment on peut améliorer tout ça, quoi. Essayer de contribuer en tout cas à ce que chacun... parce que le changement, c'est pas moi, pour moi, ça repose pas ni même sur un gouvernement. Le changement, c'est chacun d'entre vous, c'est chacun d'entre nous qui l'incarnons par rapport aux valeurs qui sont très importantes pour vous, pour moi, etc. J'essaie, mais comme tout à chacun, d'amener ma pierre à l'édifice par rapport à ce que je crois très profondément. J'ai toujours été une personne engagée, engagée sur le plan syndical, engagée sur le plan associatif, mais il me semble que l'engagement politique est un engagement très très fort, important, et que si l'on veut changer les choses en profondeur, l'action politique reste déterminante. Tant par exemple sur l'emploi, sur la formation, sur la vie de nos concitoyens au quotidien, sur le développement économique, c'est l'action politique qui reste déterminante. Ok, ils ont un programme, des valeurs, ils ont été élus,
Mais qu'est-ce qui me donnera envie d'aller voter? Il est important donc d'aller voter puisque le vote c'est un acte citoyen, un acte démocratique. Important d'aller voter, pourquoi? Parce que la démocratie, même si nous sommes dans un pays démocratique, la démocratie c'est quelque chose de fragile. On voit que dans le monde, par le monde, il y a partout des guerres civiles où certaines personnes luttent tous les jours, meurent tous les jours pour avoir justement ce droit de vote, pour faire en sorte que dans leur pays il y ait une véritable démocratie. Donc c'est important d'aller voter. Ça devrait être pour moi, à mon avis, obligatoire. Parce que c'est un droit déjà, tout d'abord parce qu'il y a des femmes, des hommes, notamment des femmes, qui se sont battues, qui ont souffert aussi de ne pas avoir ce droit de vote. Donc déjà par respect pour celles et ceux qui se sont battus pour que nous ayons le droit de vote, je pense que c'est important. C'est aussi s'intéresser à des femmes, des hommes qui s'investissent pour améliorer une situation, pour améliorer une société. Donc c'est prendre le temps de regarder ce qu'ils proposent, qui ils sont, ce qu'ils ont fait et puis ce vers quoi ils veulent aller et à partir de là faire son choix. Mais je pense que c'est effectivement un devoir pour le coup. C'est un droit que nous avons, mais c'est un devoir d'aller voter. Ouais. Parce qu'en tant que citoyen, on a une responsabilité, c'est celle de choisir déjà. Choisir des projets, de participer à la vie de sa commune, de s'intéresser à ce qu'il se fait et puis en même temps participer au choix. Je trouve que c'est dommage quand même de laisser les autres choisir à sa place. Je crois qu'on a tous intérêt à participer aux choix qui nous concernent, pas qu'à titre individuel, mais aussi collectivement. On ne peut pas dire que telle chose est négative si on n'a même pas donné un avis à un moment donné. Je pense qu'il faut que chacun s'exprime, donne ses idées, même si elles sont minoritaires. On peut être minoritaire et puis devenir majoritaire avec le temps. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales, ce qu'il faut faire, parce que c'est comme ça qu'on a le droit de voter, c'est un droit et un devoir de voter. Vous êtes citoyen dans une ville et il faut aller voter pour dire pourquoi, qui vous voulez pour mener la politique du département, la politique de la ville. Alors on vote ce qu'on veut, mais là c'est pareil, les élections municipales et départementales, et toutes les élections, il faut aller voter. Ok, voter est un droit et un devoir. Mais ce n'est pas le seul moyen de participer à la vie de la cité. À quoi pensez-vous? La vie associative, les commissions de quartier et bien d'autres choses encore. C'est vrai, en revanche, tout le monde ne peut pas voter. Il y a des règles. Comme par exemple, avoir 18 ans. Être de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne. Jouir de ses droits civiques et politiques. Être inscrit sur les listes électorales.